Prendre l'histoire d'un homme, c'est suivre ses traces, remonter ses pas, suivre son destin. L'histoire est une boussole. Les grands hommes sont ceux qui comprennent le sens de l'histoire. Ils sont des éclaireurs et leur marche s'inscrit dans la grande histoire de l'humanité. Loin d'être des saints, leur parcours est semé de contradictions, d'errements, d'échecs, de renoncements, mais le jugement de l'histoire s'abat sur eux avec clémence et mansuétude. Gilles, interroger hier et dire demain. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gilles. Laurent Gbagbo a été pendant 10 ans président de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à avril 2011. Son histoire, son parcours, ne peuvent être dissociés de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. De Mama, petit village de l'ouest du pays, à la présidence jusqu'à la Cour pénale internationale, la marche de Laurent Gbagbo s'est toujours inscrite dans le sens de l'histoire. Jelly vous raconte aujourd'hui 4 étapes de la vie de Laurent Gbagbo. À la fin des années 60 et ses années étudiantes, Laurent Gbagbo s'est forgé une réputation d'opposant au régime d'Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été de toutes les contestations. Durant sa formation, il connaîtra d'ailleurs pour la première fois la privation de liberté. Puis, dans les années 70, dans une Côte d'Ivoire verrouillée politiquement, Laurent Gbagbo, avec à ses côtés le professeur Boté Zadi-Zaourou, forgera sur les campus la conscience politique d'une jeunesse qui a soif de combat et d'idéaux. Dans la clandestinité où se retrouvent de nombreux militants, Laurent porte haut la contestation au régime d'Houphouët, une contestation où l'idée prime, où la réflexion est un préalable et où chaque militant pense. À la tête d'un mouvement politique clandestin qui ne peut exister sous le régime du parti unique, Laurent Gbagbo recrute, défend ses idées et son idéal auprès de toutes les couches de la société. Suivi par des jeunes étudiants fougueux, il propage sa vision dans toute la Côte d'Ivoire, tisse un réseau et se construit une base militante solide. Les idées de Laurent Gbagbo essaiment dans la Côte d'Ivoire et elles trouvent des oreilles attentives. Loin d'être majoritaires, elles ont le mérite d'exister dans une Côte d'Ivoire où l'embellie économique restreint les oppositions. Cette première séquence de son combat politique, qui se clôturera par son exil en France en 1982, est le premier pas de l'opposant Gbagbo dans la marche de l'histoire. Elle atteindra son point culminant lorsqu'il publiera en exil son premier livre, Pour une alternative démocratique. Avec cet ouvrage, il se positionne comme un opposant avec des idées et une formation politique solide. La diffusion de ses idées auprès de la population lui sera d'une aide précieuse à son retour d'exil en 1988. Il a semé les graines de la révolte qui embrasera la Côte d'Ivoire au début des années 90. Laurent Gbagbo avait compris que tout changement dans le cours de l'histoire ne peut s'opérer sans une conscientisation et une élévation politique du peuple. En 1990, l'histoire lui donnera raison. Être dans le sens de l'histoire, c'est savoir saisir les contours du jour qui vient. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'images dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. 6 ans d'exil. Lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire le 13 septembre 1988, le système du parti unique est toujours en vigueur. La crise frappe de plein fouet une Côte d'Ivoire trop dépendante du cacao. Les fluctuations des cours des matières premières et une gestion étatique calamiteuse
ont eu raison du miracle ivoirien. Laurent Gbagbo, de retour, continue la lutte. Dès 1980, il avait posé aux côtés de ses compagnons de lutte, Pierre Kokora, Aboudraman Sangaré, Bogadoudou et Simone Leïvé, les bases d'un mouvement politique de gauche qui devrait leur servir de tremplin vers le pouvoir. Mais, sous le régime du parti unique, aucune contestation ne peut éclore. En 1988, lorsqu'il rentre, il sent que le vent de l'histoire tourne, il entame donc la deuxième séquence de sa marche. C'est ainsi que, toujours dans la clandestinité, il poursuit son combat dans une Côte d'Ivoire où la crise économique amplifie l'écho de la contestation. Laurent Gbagbo, entouré de ses compagnons de la première heure, décide de créer le Front populaire ivoirien. Ils seront 20 qui, malgré la surveillance policière, se retrouveront dans le plus grand secret dans la ville de Dabo. Les 19 et 20 novembre 1988, dans la villa de Ga Bernabé, le congrès constitutif du FPI se tient. Laurent Gbagbo et ses compagnons donnent corps à leurs idées. Toute la nuit, dans une petite maison cachée dans une plantation, le FPI verra le jour. Ouragaobu, Tapé Kipré, Sangaré, Bogadoudou, Simone Leïvé, entre autres, poseront les jalons de ce parti politique orienté à gauche. Ils ont compris que pour faire avancer leur lutte et atteindre leur objectif, il devient nécessaire de mettre sur pied une organisation en ordre de marche. La création de ce parti a pour but de maintenir la pression sur le pouvoir d'Houphouët-Boigny, afin qu'il autorise enfin le multipartisme. Laurent Gbagbo et ses compagnons, en créant ce parti, veulent être prêts et accentuer leur statut de première force d'opposition. Ils ont la conviction que leur combat aboutira et que bientôt, ils sortiront de la clandestinité. La nouvelle de la création de ce parti arrive aux oreilles d'Houphouët-Boigny, qui ne peut tolérer un tel affront. Il fait arrêter Anaki Kobena, présent lors de ce congrès. Laurent Gbagbo, lui, vit sous étroite surveillance policière. Le pouvoir d'Houphouët-Boigny semble avoir perdu le fil. La création du Front populaire ivoirien est la deuxième séquence qui positionne Gbagbo dans la marche de l'histoire. L'avènement du multipartisme, le 30 avril 1990, lui donnera raison. Le FPI devient alors le premier parti d'opposition. Il vient de remporter une bataille. Ce changement politique est à mettre au crédit d'un peuple qui n'a cessé de réclamer ses droits démocratiques. La conscientisation des esprits menée dans les années 70 sur les campus, la lutte acharnée des leaders estudiantins et des syndicats sont à l'origine de cette victoire. Être dans le sens de l'histoire, c'est savoir saisir les contours du jour qui vient.
Le multipartisme est acquis. La première bataille est gagnée, mais la lutte ne peut s'arrêter. La démocratie s'installe progressivement et aux côtés du FPI, d'autres partis viennent donner corps à la vie démocratique du pays. Le Parti ivoirien des travailleurs, PIT, du professeur Francis Vaudier, l'Union des sociaux-démocrates, USD, de l'intellectuel Bernard Zadie-Zaourou suivent le combat. Les mois qui suivent vont voir s'accélérer le processus démocratique dans un pays habitué à la pensée unique. Mais c'est sur le plan économique que la Côte d'Ivoire s'essouffle. Appelé à la rescousse, Alassane Ouattara, ancien fonctionnaire du FMI, fait son entrée dans le jeu politique en tant que Premier ministre. Il est chargé par le président Houphouët, avec l'aval des institutions financières internationales, de mettre en œuvre les plans d'ajustement structurel qui se caractérisent par une importante privatisation des entreprises étatiques. Ces plans vont fragiliser l'équilibre social du pays et fracturer un peu plus une société à bout de souffle. Face à la contestation syndicale et estudiantine qui monte dans les rues et une crise économique qui ne se résorbe pas, Houphouët-Boigny est contraint de lâcher du lest. Il annonce la tenue d'élections générales qui auront lieu en octobre 1990. Pour la première fois, Houphouët devra affronter un candidat à des élections présidentielles. Sans surprise, c'est Laurent Gbagbo, fort des acquis arrachés de haute lutte, qui se positionne en challenger du président Houphouët. Il le sait, il a très peu de chances de gagner cette élection. Le pouvoir d'Houphouët est certes vacillant, mais on n'efface pas d'un revers de la main plus de 40 ans de lutte politique. L'ancien parti unique, le PDCI-RDA, a encore des ressources et sait être force de mobilisation. Les élections auront lieu le 28 octobre 1990. Elles seront un test pour l'opposant historique. Son score déterminera sa position sur l'échiquier politique. Mais les embûches se multiplient sur le chemin qui mène à la candidature de Laurent Gbagbo. 2 jours avant le dépôt final des candidatures, le pouvoir en place fixe une caution de 20 millions de francs à déposer au Trésor national pour tout leader qui souhaite être candidat. Cette nouvelle règle vise à éliminer le candidat Gbagbo qui ose défier Houphouët-Boigny. Mais un élan de solidarité va porter la candidature de Laurent Gbagbo qui arrivera à recueillir les fonds requis. La campagne peut donc débuter. Laurent Gbagbo sillonne toute la Côte d'Ivoire. Il a compris très vite que le pouvoir se gagne sur le terrain en étant au contact du peuple, en l'écoutant, mais surtout en le comprenant. Au soir du 28 octobre, Houphouët-Boigny est réélu avec un score large de 80,7%. Laurent Gbagbo, lui, obtient 18,3%. Il dépasse les 10% et assoit un peu sa légitimité. Ses actions antérieures portent leurs fruits. Les élections présidentielles sont suivies un mois plus tard par des élections législatives qui offrent une occasion au Front populaire de faire entendre sa voix au sein des institutions du pays. Le FPI obtient 9 sièges et Gbagbo, lui, est élu dans sa région d'origine. Pourquoi se présenter à une élection qu'on sait perdue d'avance? Parce qu'on comprend le sens de l'histoire. Laurent Gbagbo avait compris que cette campagne de 1990 le préparait pour des échéances futures. Il avait compris qu'elle était la première marche pour accéder un jour à la magistrature suprême. Les élections d'octobre 2000 lui donneront raison. Cette troisième séquence le positionne comme un prétendant sérieux et crédible à la succession du vieux qui s'éteindra 3 ans plus tard, le 7 décembre 1993. Être dans le sens de l'histoire, c'est savoir saisir les contours du jour qui vient. Tout candidat à la présidence de la République doit être prêt à tout moment à expliquer au peuple de Côte d'Ivoire son projet de gouvernement, son programme de gouvernement et son projet de société. Cette explication peut prendre plusieurs formes, y compris la forme d'un débat contradictoire. Messieurs, je suis prêt à n'importe quel moment à débattre avec mon adversaire. En 1999, Henri Konan Bédié, successeur désigné d'Houphouët-Boigny, est au pouvoir et à 1 an des élections présidentielles prévues pour l'an 2000, la tension en Côte d'Ivoire est intense. 3 hommes font figure de favoris pour cette élection. Le président sortant Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, ancien Premier ministre, et Laurent Gbagbo, opposant historique. Mais un 4e homme va faire irruption sur la scène politique. Le 24 décembre 1999, le général Guéhi prend la tête d'une mutinerie et renverse le pouvoir du président Bédié qui s'enfuit en exil en France. Les militaires prennent le pouvoir et installent un régime de transition dirigé par le Comité national de salut public, le CNSP, censé organiser des élections libres et transparentes en octobre 2000. Pendant la transition, les complots et les tentatives de coup d'État se multiplient. La Côte d'Ivoire vit une période trouble.
Atteindre la maturité démocratique a un coût. Au fil des mois, le général Guéhi se plaît dans ses habits de chef d'État et décide de se présenter à l'élection présidentielle qu'il organise. Il évince de la course à la présidence tous les candidats soutenus par l'ancien parti unique et Alassane Ouattara, dont il invalide les candidatures. Il se retrouve donc face au candidat Laurent Gbagbo. Les deux principaux candidats sont accompagnés par 3 autres candidats dont les chances de remporter l'élection sont faibles, voire inexistantes, à savoir Francis Vaudier, Théodore Meleg et Nicolas Dulot. Le soir du premier tour, toutes les tendances donnent Laurent Gbagbo vainqueur. Le général Guéhi suspend alors la proclamation des résultats et se proclame vainqueur de l'élection présidentielle. La victoire de Laurent Gbagbo à cette élection ne souffre d'aucune contestation. Et pour contrer la manœuvre du général Guéhi, Laurent Gbagbo appelle ses partisans à sortir massivement dans la rue pour contrer cette tentative de vol électoral. Les populations répondent massivement à l'appel de Laurent Gbagbo, les rues sont noires de monde, le peuple demande le respect du verdict des urnes. L'épreuve de force tourne à l'avantage du peuple qui arrive à faire fléchir le général, qui quitte la capitale à bord d'un hélicoptère pour se réfugier dans son village natal. Laurent Gbagbo, après plus de 20 ans de lutte, atteint enfin son but. Il devient président de la République de Côte d'Ivoire. En 2000, il devient le premier président issu de l'opposition. Élu dans des conditions chaotiques, où la répression du général Guéhi a causé la mort de plusieurs civils, il comprend que son mandat doit être placé sur le signe de la réconciliation. Le président Gbagbo récolte enfin les fruits de son engagement commencé depuis des années. Toutes les années de privation, d'exil, d'emprisonnement prennent tout leur sens avec son élection à la magistrature suprême. Elle va marquer une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire. À la tête de ce qu'on va appeler le gouvernement des professeurs, le président va s'atteler à traduire dans les faits toutes les idées qu'il n'a cessé de développer lorsqu'il était dans l'opposition. Accompagné de sa garde rapprochée, qui le suit depuis la période de la clandestinité, il vient de remporter une de ses plus belles victoires. Cette élection est la 4e séquence historique qui positionne Laurent Gbagbo comme un leader qui a construit son combat sur la légitimité démocratique. Les troubles politiques que va connaître la Côte d'Ivoire dès septembre 2002 vont empêcher le président Gbagbo d'aller au bout de son projet de refondation de la Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles de 2005 ne pourront pas avoir lieu et ce n'est qu'en octobre 2010 que Laurent Gbagbo remettra son mandat en jeu. Il sera à la suite de cette élection contestée de 2010 transféré à la Cour pénale internationale. Son élection en octobre 2000 symbolise la possibilité pour un opposant d'arriver au pouvoir sans avoir recours aux armes et en se battant uniquement avec ses idées. Les élections de 2010 lui donneront raison. Être dans le sens de l'histoire, c'est savoir saisir les contours du jour qui vient. Toute ma vie, et ça se fait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. J'ai demandé à mes avocats la semaine dernière, je leur ai dit que je voulais vous amener tous les livres que j'ai écrits sur mon parcours. Ils ont dit que c'est trop tard pour introduire ces livres-là, mais quand on aura tout fini, quel que soit le résultat, quel que soit ce que vous déciderez, j'enverrai un lot des livres de Gbagbo au bureau du procureur. Je vous enverrai un livre des livres de Gbagbo, parce que, en fait, c'est ça, l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Laurent Gbagbo est un homme d'État clivant, que l'on peut critiquer sur beaucoup de points, notamment sur sa gestion de la Côte d'Ivoire pendant les 10 ans qu'il a passé au pouvoir. Néanmoins, on ne peut occulter que son parcours politique s'inscrit dans le sens de l'histoire. La nouvelle de son acquittement par la Cour pénale internationale justifie sa posture initiale vis-à-vis de cette institution. L'histoire semble encore une fois être de son côté. Le combat politique du président Laurent Gbagbo est un enseignement pour les générations futures. Il nous rappelle qu'aucune lutte ne se gagne sans conviction. Être un homme grand, en définitive, ce n'est pas être un saint ou être parfait, mais de savoir positionner son destin dans le sens de l'histoire.
Merci d'avoir écouté ce numéro de Jelly. Si vous avez aimé l'histoire que nous venons de vous raconter, vous pouvez nous laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous si vous avez aimé. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur nos comptes Instagram et Facebook, Jelly Podcast. Vous pouvez enfin réécouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes de podcast. Je suis Vanessa Lassé et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter cette histoire. Ce numéro a été conçu et réalisé par Joël Nandus. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode